Et 16h47, on attaque la dernière partie de ce Webcam Day 5e édition. J'espère, et toute l'équipe espère, que ça se passe bien jusqu'à présent. Donc on a maintenant 2 slots horaires à clôturer, et pas des moindres d'ailleurs. Et donc là, on va commencer avec Kevin Jourdan. Alors, qui est Kevin Jourdan ? Je suis très content qu'il soit parmi nous, parce que Kevin Jourdan fait partie de la mouvance un peu digital nomads, même beaucoup digital nomads. Et Kevin est très rarement en France. D'ailleurs, il est un peu revenu quand même pour ça, hein, sinon il serait resté à voyager un petit peu. Et donc du coup, il est éditeur de sites, il a conçu une formation aussi sur des sites de niche, et puis plus spécifiquement sur les principes d'intention commerciale. Et en fait, je vais vous laisser avec Kevin se présenter, il fera mieux que moi. Allez. Vous m'entendez ? Ouais, vous m'entendez, parfait. Et donc il faut le garder le plus près possible de la bouche. Donc, comme Nicolas l'a dit, je m'appelle Kevin Jourdan, je suis éditeur de sites depuis environ 5 ans. Et partisan de l'idée que pour réussir sur Internet, c'est pas la taille qui compte. Voilà. Alors, ceux qui dans la salle ont déjà subi une pénalité Google dans le passé, l'image qui suit risque de raviver quelques blessures assez profondes. Je ne saurais en aucun cas être tenu responsable des conséquences psychologiques de celle-ci. Donc vous êtes prévenus. On est en 2014, octobre 2014. Ça fait à l'époque 2 ans que mon site connaît une croissance régulière. Et du jour au lendemain, il se passe ça. Du jour au lendemain, en l'espace de quelques semaines, mon Money Site de l'époque, donc le site qui à l'époque me rapporte le plus de revenus en tant qu'éditeur de site, perd 75% de son trafic suite à une pénalité liée à du contenu dupliqué sur WordPress. Erreur basique, un plugin, Yoast. Il n'y a personne de Yoast dans la salle. Yoast, mal paramétré, une mise à jour de Google, et du jour au lendemain, je me retrouve avec des dizaines de tags, d'archives, de pages prises en compte de manière dupliquée par la Search Console, ce que Google n'aime pas beaucoup, et forcément, la sanction tombe et la courbe avec. À ce moment-là, c'est un coup assez dur. Le trafic chute de 75%, ça fait à peu près 15-20 000 visiteurs par mois et on passe à 5 000, pour vous donner une idée. Forcément, c'est un gros coup dur. Et ceux qui sont déjà passés par là savent que voir le fruit de son travail complètement taillé à la hache, sans savoir exactement ce qui s'est passé et sans savoir exactement quoi faire, ça fait mal. Quelques jours après la pénalité, je prenais donc le temps de rédiger un article sur mon blog, kjourdan.com, pour dresser un constat, partager les idées d'amélioration que je pourrais mettre en place pour essayer de redresser la barre et retrouver mon trafic, et également faire une estimation des pertes qui allaient forcément suivre la chute de trafic. Seulement voilà, si le trafic a bien chuté, les revenus, eux, se sont plutôt maintenus. Alors comment est-ce qu'un site peut perdre 75% de son trafic et maintenir ses revenus ? C'est une question que je me suis posée pendant un bon moment après cette pénalité. Et en fait, encore plus surprenant, après avoir encaissé le choc de la pénalité, il a bien fallu me remettre au boulot. Et histoire de faire les choses bien, j'ai mis les bouchées doubles. Donc des indexations des tags, des indexations des archives, bref, des indexations de tous les éléments qui étaient considérés comme du contenu dupliqué par Google. Mais je suis allé encore plus loin, j'ai rajouté du nouveau contenu, j'ai changé les titres, les métadescriptions, des contenus qui existaient déjà, j'ai soumis un nouveau sitemap. Bref, j'ai fait des améliorations en pagaille, histoire de donner la sensation à Google que mon site changeait, mon site s'améliorait, en fait que mon site était encore meilleur qu'avant et que ça valait vraiment le coup que Google me rende ce qu'il m'avait pris. Non, c'est pas exactement ça. Voilà, ça c'est parfait.
Voilà, ça c'est encore mieux. Quelques semaines plus tard, tout était rentré dans l'ordre. Toutes les alertes avaient disparu de la Search Console et j'étais plutôt confiant que tout allait repartir vers le haut. Sauf que les positions sont absolument jamais revenues et le trafic en fait est jamais réellement reparti à la hausse. Par contre, les revenus, oui. En fait, si le trafic n'a jamais bougé, les revenus sont très rapidement revenus au même niveau qu'avant la pénalité et ils ont continué à augmenter au fil des mois qui ont suivi. Alors, effort de référencement qui servent à rien et revenus qui continuent à augmenter, je vous avouerai qu'à ce moment-là, j'y comprenais pas grand-chose. Il y a bien eu quelques petites idées qui me sont venues par la tête, et notamment le fait qu'à peu près à la même période, la plateforme d'affiliation avec laquelle je travaillais m'a accordé une hausse de commission. Quand on est affilié et qu'une plateforme vous offre une hausse de commission, en général, c'est assez satisfaisant. Sauf qu'en fait, cette hausse de commission, c'était 2% de commission. 2% de commission en plus sur un panier moyen entre 70 et 100 euros. Je vous laisse faire le calcul, mais en aucun cas, ça permet de rattraper 75% de chute de trafic sur un site. Donc, la hausse de commission, non, ce n'est pas une solution. L'ajout d'une vingtaine de pages de contenu aurait aussi pu être une explication logique au maintien des revenus. Après tout, des nouvelles pages signifie des nouveaux revenus, signifie de quoi rattraper peut-être les anciens. Sauf qu'en fait, après la pénalité, toutes les pages que je mettais sur ce site, j'avais la sensation que Google voulait absolument pas en entendre parler et elle ressortait absolument pas de manière intéressante sur les mots-clés sur lesquels je souhaitais me positionner. Les nouvelles pages, pas la solution non plus. Et puis un jour, je suis tombé sur un rapport dans la Search Console. J'aurais peut-être pu le trouver plus tôt, mais je vous avouerai que ce n'est pas la première chose que j'ai vérifiée. Je me suis plutôt concentré sur les erreurs à ce moment-là que sur les informations fournies par la Search Console. Mais en fait, dans la Search Console, vous pouvez accéder à un rapport qui est extrêmement intéressant, qui vous donne simplement la liste des mots-clés qui génèrent du trafic vers votre site. Et en analysant cette liste de mots-clés générant du trafic sur mon site, je me suis rendu compte que, effectivement, sur tous les gros mots-clés sur lesquels je voulais me positionner, tout comme l'indiquait la courbe de trafic sur Google Analytics, mon site avait disparu. Impossible de le retrouver. Première, deuxième, troisième, quatrième page de Google, c'était plus là. Par contre, le site s'était, de manière assez intéressante, parfaitement maintenu. Et quand je dis parfaitement, j'entends top 3 des résultats de recherche de Google, sur des dizaines et des dizaines de requêtes extrêmement particulières. En fait, ces requêtes étaient tellement géniales que même si, une à une, elles représentaient un volume de clics et de visites très petites, mises toutes ensemble, elles expliquaient parfaitement comment un site pouvait perdre 75% de son trafic et maintenir ses revenus. Plus intéressant encore, là où les nouvelles pages que j'avais mises sur mon site n'étaient absolument pas possibles, absolument pas trouvables sur les grosses requêtes sur lesquelles je souhaitais me positionner, en revanche, du jour au lendemain, je commençais à voir afficher dans ma Search Console des dizaines de requêtes liées à ces mots-clés concurrentiels et à fort volume, des requêtes de longue traîne. Et toutes ces petites requêtes étaient en fait la clé de voûte pour expliquer le maintien et l'augmentation des revenus sur ce site. Le point commun de toutes ces requêtes, et je vous ai un peu donné la réponse en mettant cette slide avant que ce soit prévu, c'est que toutes ces requêtes, elles ont une particularité. Elles intègrent des mots-clés qui illustrent parfaitement le degré d'avancement du visiteur dans son processus d'achat. Elles illustrent parfaitement le fait que les visiteurs qui arrivaient sur mon site étaient à un stade très avancé dans leur processus de prise de décision. Toutes ces requêtes, elles avaient la particularité d'être toutes à très forte intention commerciale. Ce petit schéma explique un petit peu ce que c'est l'intention commerciale, mais de manière très concrète, l'intention commerciale, c'est simplement le degré d'avancement d'un utilisateur
dans son processus de décision. Plus il est avancé et plus le problème sera douloureux ou urgent, plus il sera susceptible de passer à l'action rapidement une fois sur votre site. Alors, je pourrais m'arrêter ici et vous laisser repartir à l'apéro. Non, c'est pas tout de suite l'apéro, il y a une session de fermeture après. Mais je pourrais finir cette conférence et vous dire, bah voilà, vous pouvez repartir avec cette information cruciale qui est que si à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à mettre tous vos efforts sur les requêtes avec la plus forte intention commerciale dans votre business, vous verriez que du jour au lendemain, vos efforts en référencement deviendraient bien plus excitants et bien plus rentables. Sauf que non seulement il faut que je tienne encore 20 minutes, mais en plus, cette mésaventure m'a appris quelques autres éléments que j'aimerais partager avec vous. Parce que cette fameuse notion d'intention commerciale, elle ne concerne pas que vos mots-clés. En fait, elle peut être appliquée absolument à toutes les étapes de la durée de vie d'un visiteur sur votre site. Et elle peut aider à améliorer l'intégralité des métriques que des professionnels comme vous utilisent pour mesurer la performance de conversion d'un visiteur en inscrit ou en acheteur sur votre site. La notion d'intention commerciale, elle peut s'appliquer aussi bien avant que pendant et même après le passage d'un visiteur sur votre site. Commençons par après. Et vous attendiez avant. Hein. Commençons par après. Si vous ne faites rien aujourd'hui, après qu'un visiteur ait quitté votre site, il faut commencer tout de suite. Parce que de la même manière qu'un commercial vous dirait que la vraie vente commence à partir du premier nom, la conversion ou la reconversion en repeat business d'un visiteur commence à partir du moment où celui-ci a quitté votre site. Alors, comment convertir un visiteur une fois qu'il a quitté votre site ? Les solutions sont variées et en fait, selon votre domaine d'activité, il y a forcément des solutions plus ou moins rentables, plus ou moins faciles à mettre en place, plus ou moins intéressantes pour vous. Ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse à ce stade, quelle que soit la solution que vous utilisiez, emailing, retargeting, suivi téléphonique. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est votre capacité à définir la bonne offre et à l'offrir à la bonne personne, tout en mesurant les résultats de cet effort de conversion personnalisé. Et quand il s'agit de convertir un prospect en acheteur, il y a deux visions qui s'opposent. Et pour faire simple, on va appeler ça la vision intentionniste et la vision non intentionniste. Ça me paraît assez simple. La vision d'un intentionniste, c'est forcément quelqu'un qui va utiliser cette notion d'intention commerciale que je vous ai expliqué tout à l'heure et qui va l'appliquer pour essayer au maximum de réfléchir à qui est son interlocuteur, à son parcours et comment répondre à son besoin actuel avant même de lui présenter l'offre finale, le produit final que vous cherchez à lui vendre. Alors que le non-intentionniste va plutôt penser au produit final à vendre et pas du tout à qui est l'utilisateur, où il en est, etc. Là où un non-intentionniste aura tendance à recruter du coup des contacts génériques sur son site, sans vraiment tenir compte de leur degré d'avancement dans le processus d'achat, là où un non-intentionniste enverra du coup des offres non personnalisées, forcément il ne peut pas personnaliser une offre s'il ne sait pas exactement qui est son audience, et obtiendra du coup une conversion aléatoire, un taux de spam élevé dans les emails envoyés, un retour sur investissement, tout ça, ça ne sera pas bon. Et en plus, en général, si toutes ces statistiques ne sont pas bonnes, le taux de satisfaction du client n'est pas forcément bon aussi, puisqu'il n'a pas reçu l'offre qu'il attendait. En tant qu'intentionniste, je sais que si je recrute des contacts via une offre précise et ajustée selon le degré d'intention commerciale de mon prospect, je vais pouvoir segmenter mes audiences en amont et je vais donc pouvoir leur envoyer des offres personnalisées et répondant directement aux besoins réels de ces prospects. Et je vais forcément obtenir des statistiques globales en hausse en termes d'ouverture, de clics, de conversion, de retour sur investissement et de satisfaction de mon client. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout ça? Eh bien, si vous êtes capable de définir la bonne offre et de la soumettre à la bonne personne au bon moment, vos efforts de conversion, vos résultats en termes de conversion seront beaucoup plus intéressants,
votre retour sur investissement sera plus intéressant, et tout cela sera beaucoup plus satisfaisant pour vous ou pour l'employé dans votre société qui est en charge de la conversion des prospects, et pour l'utilisateur final, le client, qui sera peut-être même plus susceptible de racheter un produit chez vous si vous avez su répondre exactement au bon moment avec la bonne offre à ce qu'il avait besoin de faire. Mais ce n'est pas tout. Tout ce travail de conversion après la visite, il est possible de le faciliter en faisant un meilleur travail de segmentation pendant que le visiteur est sur votre site. Alors forcément, pendant qu'un visiteur est sur votre site, c'est le moment où il faut agir de la manière la plus intelligente possible. C'est là où vous avez toute son attention et c'est là où vous avez absolument tous les outils possibles pour faire de lui ce que vous voulez. Le transformer en partageur, en cliqueur, en inscrit à votre newsletter, en demandeur de devis, voire même en acheteur directement sur votre site. Et là aussi, il y a deux visions qui s'opposent, celle des intentionnistes et celle des non-intentionnistes, qui résultent par défaut sur des actions qui prennent en compte ou pas qui est le visiteur. Là où un non-intentionniste pense que tous ces visiteurs viennent du même endroit, sont au même niveau de réflexion dans leur processus d'achat, et que donc il est normal de définir une offre générique destinée à une audience générique, et qu'il est donc normal d'obtenir une conversion globale assez peu intéressante et de créer des databases pas très segmentés. En tant qu'intentionniste, je sais que chaque visiteur qui vient sur mon site se situe potentiellement à un degré d'avancement dans son processus de prise de décision différent. Il peut être en recherche d'informations, il peut être en train de comparer les offres disponibles sur le marché, ou alors il peut être prêt à passer à l'action immédiatement et s'inscrire ou acheter un de mes produits. Je passe donc plus de temps à adapter les offres mises en avant sur mon site en fonction du type de contenu, mais aussi du profil du visiteur qui arrive sur mon site. Et par conséquent, je suis aussi capable d'évaluer bien plus précisément la conversion de chacune de mes pages afin d'affiner au maximum mon offre et d'augmenter mes performances. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout ça? Chaque visiteur est différent. Chaque contenu sur votre site est différent. Et si vous êtes capable de comprendre qui est votre visiteur et de savoir à quel stade de recherche d'information ou de processus de passage à l'action il se situe, votre capacité à convertir cette personne en cliqueur, en acheteur, en inscrit, peu importe ce que vous attendiez de lui, sera forcément démultipliée. Alors oui, mettre en place une offre adaptée au contenu ou au profil de l'utilisateur, ça prend plus de temps en amont. Mais vous verrez qu'en termes de résultats, ça vaut vraiment le coup. Et non seulement vos taux de conversion pendant la visite vont augmenter, mais tout le travail de conversion que vous faites après que la personne ait quitté votre site sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Puisque vous disposez désormais d'un visiteur qualifié qui est segmenté dans une database ou via un cookie spécial, et vous êtes capable de pousser sur ce visiteur particulier une offre plus impactante, plus personnalisée, et ce à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas tout. On peut simplifier ce travail de conversion pendant que le visiteur est sur le site en faisant un meilleur travail avant. Et pour ceux qui sont venus ici pour parler purement SEO, du coup, on y arrive. Mais j'espère que vous commencez à voir un peu la big picture et en quoi tous ces éléments sont en fait parfaitement imbriqués. Alors forcément, si on veut avoir du travail pendant et après qu'un visiteur soit venu sur son site, il faut déjà qu'il vienne sur le site. Et pour ça, on va avoir besoin de mots-clés adaptés à votre thématique, à votre domaine d'activité. On va avoir besoin de contenu adapté à votre thématique, votre domaine d'activité. Et on va avoir besoin de liens entrants pour faire ranker tout ça. Et pour la troisième fois de cette conférence, on va opposer la vision d'un intentionniste et la vision d'un non-intentionniste, aussi bien sur le choix des requêtes sur lesquelles se positionner
que sur le type de contenu à produire ou le type de lien ou la stratégie de linking à mettre en place pour être mieux référencé. Commençons par les mots-clés. Normalement, l'étude de cas que je vous ai montrée au tout début avec cette pénalité devrait déjà vous avoir convaincu que sélectionner des mots-clés à forte intention commerciale a un fort intérêt aussi bien en termes de revenus qu'en termes de référencement. Mais on va reprendre ça en détail. Là où un non-intentionniste vise les mots-clés avec le plus de volume pour obtenir toujours plus de visiteurs, là où il a tendance à payer une agence SEO à prix d'or, ou pas d'ailleurs, pour aller se positionner sur les requêtes les plus concurrentielles, parce qu'il se dit que plus c'est gros, mieux c'est. Là où il est frustré quand le trafic augmente, s'il augmente, alors que les revenus stagnent. En tant qu'intentionniste, je sais qu'il est possible de me positionner bien plus facilement sur un mot-clé à forte intention commerciale, et ça sans budget SEO massif. Je sais aussi qu'un mauvais visiteur ne sert absolument à rien sur mon site, à part à booster mon ego. Et je préfère donc augmenter le degré de qualification de mes visiteurs pour obtenir un revenu par visiteur plus important. Et je me focalise donc, malgré que leur volume soit plus faible, sur des mots-clés à forte intention commerciale, qui sont du coup en général aussi bien plus faciles en termes de référencement pour me positionner. Une fois que vous avez vos mots-clés à forte intention commerciale, il est temps de produire du contenu. Et si vous pensez qu'en termes de contenu, on ne peut pas intégrer la notion commerciale, détrompez-vous. On peut le faire absolument partout, c'est ça qui est génial. Et là où un non-intentionniste pense que tous les contenus se valent et que plus il y aura d'articles, plus il y aura de possibilités de se positionner. Que du coup, on peut publier des articles incomplets, non qualitatifs, optimisés ou suroptimisés pour le référencement, mais pas vraiment pour le passage à l'action de l'utilisateur, et où on n'a absolument aucune idée de l'impact de chacun des articles produits qu'on met sur un site. En tant qu'intentionniste, je sais que la quantité ne bat pas la qualité, excusez-moi pour le lapsus. Ce serait dommage que vous repartiez en pensant que la quantité bat la qualité, alors que c'est tout l'inverse que j'essaye de vous transmettre. Et qu'il vaut mieux donc publier moins, mais mieux. Forcément, du coup, je ne publie que des articles ultimes. Et par ultime, j'entends qu'ils sont élaborés pour répondre parfaitement aux requêtes ayant généré la visite en premier lieu et optimisés aussi bien pour le référencement que le passage à l'action de mes visiteurs. Ce travail-là me permet de retenir mes visiteurs plus longtemps et d'avoir plus de temps du coup pour les pousser à passer à l'action de la manière que je souhaite, qui est soit de les faire cliquer, soit de les faire partager mes articles, soit de les faire acheter mes produits. Et ce pour chaque article publié. Maintenant, il faut faire ranker tout ça. Et là aussi, on va avoir deux approches. Et sur les liens, je sais que c'est souvent un débat, est-ce qu'il vaut mieux en avoir plus ou est-ce qu'il vaut mieux en avoir moins? Vous connaissez du coup ma position. En tant que non-intentionniste, on va chercher à avoir toujours plus de liens et s'il faut payer une agence SEO pour voir sa courbe de domaine référent grimper, il n'y a pas de souci, on va le faire. On pense que tous les liens se valent, que la quantité bat la qualité. Et potentiellement, on est frustré face au manque de résultats obtenus en termes de ranking, voire face à une pénalité si on a un petit peu joué avec le feu en termes de référencement. En tant qu'intentionniste, je sais qu'un mauvais lien ne sert à rien, que la qualité bat la quantité. Bienvenue en 2017. Je mets du coup en place des opérations plus qualitatives. Et j'aurais aimé partager avec vous des réels cas d'utilisation de la notion commerciale, de la compréhension de la notion d'intention commerciale chez, par exemple, des journalistes pour obtenir des liens de leur part. Mais Nicolas a déjà fait des conférences dessus, donc je vais me contenter de ça. Je mets donc en place des opérations plus complexes, mais aussi plus passionnantes pour mes équipes et pour moi, afin d'obtenir des liens que mes concurrents n'ont pas le cran d'aller chercher. En général, je n'écris pas le cran, mais là, c'est une conférence publique, donc n'ont pas le cran d'aller chercher. Et je travaille à essayer de créer un lien, un profil de lien basé sur la qualité, avec aucun risque de pénalité et une autorité à la hausse pour des résultats solides sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça?
que ce soit au niveau de la sélection de vos mots-clés, au niveau de la production de vos contenus, ou au niveau de l'obtention de vos liens, la règle absolue doit être que la qualité doit battre la quantité. Un meilleur choix de mots-clés, combiné à un meilleur contenu et une meilleure stratégie de linking, vous permettra, vous garantira l'obtention de meilleurs visiteurs. Ces visiteurs, plus qualifiés, atterrissant sur des contenus plus qualitatifs et des contenus rédigés en tenant compte de où est-ce que ces visiteurs sont en termes de prise de décision, et bien ces visiteurs ils seront plus faciles à convertir pendant, en cliqueurs, en acheteurs, en inscrits. Encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez obtenir. Et cette capacité à les convertir plus facilement se maintiendra une fois que le visiteur a quitté votre site et que vous allez pouvoir dérouler vos opérations de conversion après visite, emailing, retargeting, suivi téléphonique, etc., etc. Et un dernier bonus, déjà évoqué, purement SEO, mais qui vaut vraiment le coup d'être répété encore une fois. Si vous choisissez mieux vos mots-clés, que vous créez du meilleur contenu et que vous allez chercher des liens avec une plus forte autorité, vous obtiendrez des résultats en référencement qui seront à la fois plus rapides, qui seront plus solides et qui seront plus sûrs pour réellement garantir une réelle pérennité à votre activité. Merci. Alors merci Kevin. On aura remarqué plein de trolls. On aura remarqué surtout une conférence sans langue de bois. Alors ouais, si je parlais à titre personnel sur Kevin, non, ce que j'ai pensé de la conférence, c'est que c'est une conférence 100% spirit. Et on a bien matché, parce qu'on s'était rencontré à un apéro SEO il y a 3 ans en Haute-Savoie, et on a matché sur le fait que dépasser vraiment, enfin aujourd'hui, penser pour vous, pour votre client, pensez uniquement qualité. Donc qualité, c'est quoi? C'est vraiment vous dire, ok, moi j'ai un site internet, je vends quelque chose. Comment je l'amène à la vente? Par tous les canaux. Effectivement, là, on a parlé un petit peu de SEO, mais je vais mettre du contenu. Mais je ne vais pas mettre du contenu juste pour le SEO. Je vais mettre du contenu pour finalement lui offrir une conversion. Bref, tout ça, c'est du spirit qu'il faut dépasser au jour le jour. Et j'ai envie de dire, ouais, quand tu as mis cran, j'ai envie de dire culot, quoi. Allez-y au culot, et vraiment tout ça en application réelle, c'est qu'au culot, c'est magique. Alors, est-ce que je me suis perdu, moi, en plus je dors 4 heures. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette notion d'intention commerciale, ou d'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions, je vais peut-être me permettre d'en poser, sur des résultats concrets et comment tu peux mettre en place du coup certaines intentions commerciales? C'est juste une question pratique. Qu'est-ce que vous vendiez à l'époque, ou que vous vendez toujours aujourd'hui peut-être? C'est dans le domaine de la pharma. Et alors, en l'occurrence, on aurait pu faire une étude de cas bien avancée, comme Nicolas avait eu l'occasion de le faire dans une précédente conférence au Webcamp Day. D'ailleurs, tu l'avais fait au Webcamp Day sur l'obtention des liens sur tirage gagnant? Non, j'ai fait que du web. Que du web. Voilà. C'est un domaine qui, de base, est jugé concurrentiel. C'est un domaine dans lequel il est assez facile de vendre. Ce n'est pas tellement la partie transformation une fois que le visiteur est sur le site qui est compliqué dans la pharma. Mais c'est effectivement dans ce domaine-là que j'ai découvert de manière assez douloureuse finalement la notion d'intention commerciale quand mon site a subi cette chute de trafic. Mais c'est aussi dans ce domaine-là que j'ai eu l'occasion d'appliquer cette notion d'intention commerciale sur absolument tous les aspects SEO qu'on peut attendre d'un site, aussi bien sur la création de contenu que sur l'obtention de liens. C'est un domaine où en général on me dit c'est impossible d'obtenir des liens. Ben, je peux vous le dire, c'est possible d'être relayé par Europe 1, c'est possible d'être relayé par Le Figaro, par l'Express, par le Dauphiné, par tous ces médias-là, à partir du moment où vous êtes capable, plutôt que de penser à votre produit final, qui est je vends de la pharma, à qui est mon interlocuteur, qu'est-ce que je peux faire pour lui donner du contenu qui va l'intéresser. Et donc, comment est-ce que je peux aller chercher un lien qualitatif de la part de ce média réputé inaccessible pour mon site réputé
intouchable. Ouais. Du coup, Kevin, tu parles donc des requêtes à intention commerciale. Donc du coup, je suppose que ça s'applique beaucoup à l'e-commerce, un peu moins à tout ce qui n'est pas pur e-commerce. Donc, moi, je comprends effectivement tous les mots-clés acheter, prix moins cher, etc. qu'on peut effectivement targeter. Est-ce que mais tu disais qu'on pouvait targeter en fonction des différentes étapes où était la personne. Donc, est-ce que, par exemple, je voulais savoir si est-ce que tu pourrais targeter des avis, quelque chose, renseignements, Ouais. quelque chose, et est-ce que c'est ce genre de choses que tu n'as pas trop détaillé, on voyait que la partie e-commerce sur tout ça? Alors c'est vrai que sur cette étude de cas-là, je vous ai montré les mots-clés qui généraient le plus de trafic à très très forte intention commerciale, et vous avez dû remarquer, c'était effectivement la plus forte intention commerciale possible, et donc très reliée e-commerce. Acheter, prix, pas cher. Pas cher, on a tendance à penser que c'est pas une bonne requête. En réalité, c'est une requête qui indique que la personne veut le produit, c'est juste qu'elle n'a pas forcément les moyens ou qu'elle cherche le moins cher possible. Mais ça peut en fait être effectivement appliqué sur toute une panoplie de sites. Par exemple, sur mon blog, je ne vends pas de produits physiques, je n'ai pas de e-commerce mis en place, mais c'est bien plus intéressant d'attirer quelqu'un qui va taper « apprendre à faire du web marketing » ou « apprendre à obtenir des liens » que quelqu'un qui va simplement arriver sur mon site. D'ailleurs, si vous essayez, vous ne trouverez pas mon site parce que je ne rank pas du tout là-dessus, mais si vous tapez netlinking, c'est très vague. Une agence SEO, elle va vouloir ranker sur netlinking, forcément. C'est un gros mot-clé. Quand on est premier sur netlinking, ça fait plaisir. Mais ça ne sert pas à grand-chose d'un point de vue business. Et surtout, c'est difficile. Ça sert à quelque chose si vous êtes premier, mais c'est difficile d'être premier. Alors que si vous êtes capable de ranker sur apprendre à faire du link building ou apprendre à obtenir un lien presse, là, vous avez une vraie intention, pas d'achat, mais une vraie intention d'information qui peut se transformer en achat d'un guide, d'un consulting, etc. etc. Oui, donc c'est les bases d'AdWords pour développer la long tail pour réduire les CPC. Oui, monsieur. Ok. Alors, on a encore 10 minutes pour le gratter sur ce qu'il fait concrètement au quotidien. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Oui. Non. Oui. Du coup, tu parles de maturité consommateur et toi, dans l'angle dans lequel tu le prends, c'est vers la fin du funnel de conversion. Ouais. Et du coup, tu conseilles de commencer par ce qui est le plus près de la conversion ou de faire un travail parallèle sur toutes les étapes de la maturité? Plus tu le prendras tard dans son processus de prise de décision, plus il sera facile de le faire passer à l'achat immédiatement. Donc en l'occurrence, sur ce site-là, j'ai perdu toutes mes positions sur le trafic qui pouvait venir d'avant. Et vu que mes pages avaient la particularité d'être très optimisées sur le passage à l'action immédiat, c'est-à-dire vous aviez un descriptif produit et le bouton de passage à l'action, c'était « acheter », forcément, c'était plus intéressant de recevoir du trafic qui cherchait à acheter que du trafic qui cherchait à s'informer sur le produit. Maintenant, si on l'applique sur un tunnel de conversion beaucoup plus avancé, on peut effectivement, et d'ailleurs apprendre, c'est une très bonne requête qui est beaucoup moins commerciale, mais qui peut amener à un passage à l'action d'achat un petit peu plus tard dans le tunnel. Donc on peut très bien aller rechercher le trafic à un niveau d'intention commerciale un petit peu moins avancé, et faire nous-mêmes le travail via du retargeting, via une série d'emails, un CRM, un suivi téléphonique pour aller augmenter la qualification du prospect et le faire basculer sur les différentes étapes au fur et à mesure jusqu'à l'intention d'achat. Là où c'est intéressant de bien savoir à quel niveau, et tu en parlais ce matin dans ta conférence, Florian, là où c'est intéressant de savoir exactement où en est la personne, c'est que si tu es capable de savoir que cette personne-là, elle est en phase de recherche d'information, tu peux lui donner de l'information. Une fois que tu lui as donné l'information, tu peux la faire passer à l'étape suivante, qui est la comparaison peut-être des différentes offres à disposition. Et une fois que tu as ça, tu peux la faire passer à un processus qui est « je passe à l'action et j'achète ». Et libre à toi, en fonction de ta stratégie et de la complexité du tunnel de vente mis en place sur le site,
d'aller essayer de chercher des visiteurs plus ou moins avancés dans leur processus d'achat, mais plus ils le seront, et plus ça ira vite pour rentabiliser. Et en l'occurrence, quand on est éditeur de site dans de l'affiliation, et qu'on veut convertir vite, c'est plus simple d'aller chercher les acheter. Sur mon blog, par contre, ça ne me dérange pas du tout d'aller chercher des gens bien plus en amont, et ensuite de faire le travail d'accompagnement via un coup de fil, un Skype, une suite d'emails, des articles, etc., etc. Et j'ai une question qui me suis venue en tête. Concrètement, toi, du coup, ce que tu fais au quotidien, ça s'apparente plus à utiliser les requêtes de recherche, et après, tu as un gros travail de marketing. Donc, concrètement, toi, ton plus gros travail, il est basé sur justement le post-visiteur. Donc, une fois qu'il est là, tu essaies de le capter vraiment, ou est-ce que c'est plutôt justement basé sur l'acquisition de visiteurs? Il est à tous les niveaux, avant, pendant, après. J'ai appris d'abord à comment gérer un visiteur avant, puisque c'était ça la conclusion numéro 1 de cette pénalité, c'était de me rendre compte que, ah bah tiens, si c'était mieux qualifié en amont, en fait, il achetait plus vite sur mon site. Mais ensuite, j'ai simplement appliqué cette notion d'intention commerciale au fur et à mesure pour essayer de voir jusqu'où je pouvais la pousser. Et en l'appliquant sur un site, en créant du meilleur contenu, donc en essayant de répondre absolument à toutes les questions qu'une personne pouvait se poser, je me suis rendu compte que si quelqu'un arrivait avec une notion purement informationnelle sur mon site et que je répondais à toutes ces questions, j'étais en fait capable de le faire passer à l'étape supplémentaire sans qu'il ait besoin d'aller chercher la réponse sur un autre site. Donc j'étais capable de hacker, entre guillemets, le rebond du visiteur qui pourrait venir sur mon site pour une information, puis aller voir sur un autre site pour une autre information, etc. Si je lui file toutes les informations, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Et du coup, après, il y a un travail, effectivement, excuse-moi, après, qui est un travail que je n'ai pas eu l'occasion de faire sur le site pharmaceutique, puisque je ne maîtrise pas ce qui se passe une fois que j'ai renvoyé le trafic, mais c'est un travail que je fais beaucoup plus sur mon blog, où effectivement il y a un travail de conversion après, puisqu'il y a un travail de suivi téléphonique avec mes potentiels clients, il y a un travail de relance email, il y a un travail de création de contenu régulier pour continuer à fournir de l'information et les convertir en clients plus tard. mais du coup, c'est vrai que ça me fait penser à ce que tu as débuté en disant qu'on avait perdu 75%, tu as perdu 75% de ton trafic et tes revenus étaient stagnes. Ouais. Était vraiment stable, plutôt. La question, c'est, mais pourquoi en t'écoutant, on a envie de dire, non, les requêtes génériques, on va pas s'embêter, on les vise pas du tout, en fait. On n'en a rien à faire. Je n'ai pas envie d'être premier sur achat de crédit. Non ? Effectivement, c'est aussi la première conclusion que j'en ai tirée. Et je me suis dit, attends, je vais créer que des sites sur acheter, pas cher, etc., etc. Jusqu'au moment où j'ai compris que si je faisais un travail pendant et après, je pouvais finalement grappiller des conversions sur des personnes qui étaient moins avancées dans leur processus de prise de décision. D'accord, tu améliores le contenu. Ouais. Et tu restes à... Ouais. Je préfère toujours attirer un visiteur qui cherche à acheter qu'un visiteur qui cherche à s'informer. Simplement, aujourd'hui, je suis capable de mettre du contenu sur mon site qui va aussi répondre à ça. Je vais peut-être mettre une pop-up qui va être un bon exemple que j'ai. J'ai un ami à moi qui a lancé il n'y a pas très longtemps une nouvelle offre sur un site dédié à la minceur. J'ai longtemps bossé dans le domaine de la minceur. Et il fait une petite chose toute bête, mais qui augmente drastiquement la conversion et le sentiment que l'offre est personnalisée sur son site. C'est qu'il détecte qu'un visiteur vient de YouTube et il remplace dynamiquement le message en disant « Bonjour, vous venez de YouTube, voici une offre spécialement pour vous ». Bon, c'est aussi bête que ça n'a pas forcément une intention commerciale très élevée, mais sur le contenu, c'est de l'intention commerciale. C'est de dire, je sais d'où tu viens, on peut créer un lien, donc je te crée du contenu qui est dédié pour toi, et donc je suis capable de t'accompagner et de te convertir plus facilement que si je faisais une offre générique dédiée à tous les visiteurs qui viennent sur mon site et pas spécialement à toi qui viens de YouTube. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions concernant cette notion d'intention commerciale ? Et surtout cette notion de marketing général, mais qu'on a tendance, que personne ne fait. C'est bon ? Personne n'a de questions ? Eh bien écoute, Kevin, merci beaucoup. Je pense qu'on peut t'applaudir. Merci pour ton partage.